Merci, on m'a en effet confié cette tâche d'introduire le débat. En 6-7 minutes, il faut faire des choix. Je ne vais pas trop m'attarder sur la question même. L'Europe sociale, d'ailleurs, ce n'est pas un terme que j'utilise beaucoup. On peut parler de dimension sociale de la construction européenne, mais l'Europe sociale, qui a été un petit peu présentée, vendue même au mouvement syndical, mais aussi aux citoyens, comme l'Europe sera sociale, ne sera pas. Enfin, vous avez sûrement souvenir de ces grandes invocations pieuses, mais qui ne faisaient que porter le désespoir en elles, en réalité, parce que chacun sait que depuis l'origine, d'ailleurs, la construction européenne est la construction d'un marché. Le marché commun, c'était un marché. Bon, alors un marché a besoin de règles d'échange, et donc les règles sociales font partie des besoins, et lorsque la Commission européenne des années 70 a commencé à mettre en place ce marché commun, il a fallu aussi dicter un certain nombre de règles pour permettre le respect des trois grandes libertés fondamentales qui étaient inscrites dans le traité, la liberté de circulation des biens, des capitaux et des marchandises, qui sont des biens et des marchandises, une répétition des biens et des individus, puisque la force de travail devait aussi pouvoir circuler à l'intérieur de ce grand marché. Et donc, dans ces années-là, il y a eu un certain nombre de directives qui ont borné le social. Je pense à la directive sur l'égalité salariale homme-femme, sur les santé et conditions de travail. Il y a des choses qui ont été faites avant même que ça devienne des débats centraux dans les différents pays. Donc il y a toujours eu une dimension sociale dans la construction européenne, parfois indirecte, qui était liée ou subordonnée à la constitution du marché, et évidemment ce rebond a été connu aussi au moment de la transformation du projet avec l'acte unique européen et la construction du grand marché à l'horizon 93. Alors, dans cette période-là, les syndicats d'Europe ont essayé de trouver des interstices dans lesquels glisser un certain nombre de dimensions européennes, et pendant un temps, le débat qui aurait eu lieu dans une enceinte comme celle-ci, par exemple, ça aurait été même de s'interroger sur est-il possible de concevoir une dimension sociale dans une relance du grand marché européen qui était essentiellement sous emprise du néolibéralisme et de la mondialisation. Et la question, effectivement, était pertinente. Le syndicalisme européen, dans son grand pragmatisme, a essayé de jouer les interstices dans lesquels il pouvait s'immiscer, aidé par Jacques Delors, qui avait là-dessus un discours évidemment très social, offert aux syndicalistes en compensation à ce pari d'inspiration libérale qui était la relance de l'Europe. Et donc, pendant longtemps, il y a eu un petit peu cette discussion. Aujourd'hui, elle est un peu passée, les termes dans lesquels, d'ailleurs, ce débat est présenté le montrent, c'est-à-dire on s'interroge plus trop sur est-il possible de penser le social dans une Europe dominée par le néolibéralisme. Bon, de toute façon, qu'on l'estime possible ou pas, on est dedans, et une large partie des travailleurs aujourd'hui voient leur travail encadré ou réglementé par des directives d'origine européenne. Ça a été dit dès l'introduction de cette matinée. Aujourd'hui, l'Europe est un peu partout dans ce que font les gens, dans leur travail, dans leur vie quotidienne, qu'ils en aient conscience ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, c'est un espace dont on ne peut pas se désintéresser. Alors comment agir socialement en Europe, puisque c'est le titre. Moi j'en vois grossièrement trois vecteurs. Le premier, c'est l'action politique, partisane. Bon, alors le premier, évidemment, c'est d'aller voter aux élections européennes, si possible pour des candidats de gauche qui aspirent à l'avancée des questions sociales et à la défense des libertés publiques et individuelles. Deuxième critère important. Et je soulève quand même au passage, ça a été évoqué brièvement tout à l'heure, la faiblesse des partis européens. C'est quand même une vraie question. Il existait jadis un parti socialiste européen, qui n'était pas très vigoureux, il faut dire. Il a été assassiné par Blair, Schröder au début des années 2000, la fameuse troisième voie qui a achevé de refroidir le cadavre. Mais depuis, on ne voit pas, quelles que soient les sensibilités politiques, à part peut-être le Parti populaire, qui a quand même une certaine ossature, la faiblesse, notamment dans le camp progressiste des partis politiques, au niveau européen, est tout de même un problème, ça a été évoqué tout à l'heure. Le deuxième vecteur, c'est les mouvements sociaux, et Pierre Calfa a souligné tout à l'heure leur fragilité. On a eu une période, il a évoqué les forums sociaux, il y a eu aussi les marches européennes contre le chômage, qui ont quand même marqué les esprits, mais on se rend compte qu'effectivement, ces mouvements, pour intéressants qu'ils soient, sont relativement discontinus.
pour utiliser un terme qui ne porte pas de jugement définitif. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le mouvement syndical, qui a de longue date des relations au niveau européen, qui apparaît aujourd'hui extrêmement intégré dans le processus institutionnel, qu'il est, effectivement, et qui s'incarne à travers un acteur qui est la Confédération européenne des syndicats. Alors, on s'est vaguement entendu avant, je sais que Benoît Martin va nous en parler, donc je ne vais pas parler directement de l'ACN, je voudrais juste faire deux petites précautions lorsqu'on aborde ce terrain du syndicalisme à l'échelle européenne. Le premier est l'ordre sémantique et le second un petit rappel un peu historique. Sur le plan sémantique, pourquoi? Parce qu'on utilise dans le vocabulaire courant des termes comme confédération, fédération, pour désigner le syndicalisme européen, c'est-à-dire des termes qui nous sont familiers lorsqu'on évoque le syndicalisme national. Et ça a des effets de brouillage et d'incompréhension des caractères particuliers du syndicalisme dès qu'on dépasse les frontières. Si on regarde bien à l'origine, les syndicalistes nationaux sont des productions du 19e siècle, en gros. Enfin, c'est là qu'ils sont nés, qui se sont développés dans des États-nations en cours de constitution ou de consolidation, et ils sont nés d'un double mouvement qui se croisait. Le premier, c'était un mouvement ascendant d'agrégation progressive de ce qu'on appelait les intérêts ouvriers à l'époque. C'était à base professionnelle, mais qui se sont agrégés au niveau national à travers des fédérations et qui se sont regroupés pour former des confédérations. Et parallèlement à ce mouvement ascendant, on a eu un mouvement descendant qui est celui de l'essaimage dans les élites populaires des idéaux qui venaient des Lumières, mais qui ont été réactivés par les révolutions américaines et françaises, par aussi les réflexions sur le socialisme qui ont traversé l'Europe à ces années-là. Et donc, les syndicalismes nationaux se sont constitués par ce double mouvement. Et le syndicalisme international, dès qu'il dépasse les frontières, il ne s'est pas du tout constitué de cette manière-là. Il s'est constitué uniquement par le haut, c'est-à-dire à travers les grands identifiants idéologiques, l'international socialiste. Les internationales syndicales viennent plus tard dans le siècle, mais après la constitution de la deuxième internationale socialiste, 1889, et le mouvement syndical international prend forme après, mais à partir d'une base de reconnaissance purement idéologique, c'est-à-dire ce que je pourrais appeler, ce que j'appelais le mouvement descendant des idées, les signes de reconnaissance idéologique, et on n'a pas eu du tout dans sa constitution ce mouvement ascendant qui venait du terrain, des luttes, des revendications nourries par des identités entre les différents groupes mobilisables. Et je crois qu'il faut faire attention que derrière un vocabulaire commun, et surtout en France, quand on parle confédération, fédération, ça évoque des attentes aussi, qui ne peuvent pas être transférées comme ça au niveau international. Parce que construire de l'action collective au niveau international, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne peut le penser, c'est déjà assez compliqué au niveau national, mais redoublé par les rites, par les différences sociales, les différences de culture syndicale, tout ça rend les choses extrêmement compliquées. La deuxième précaution, et je vais terminer par celle-là, elle est aussi de nature un peu pardonnez-moi ma confusion, de nature un petit peu historique aussi sur le mouvement syndical. Paradoxalement, les syndicats, parce que quand on parle d'Europe, on pense aux institutions, mais l'Europe, elle a existé avant les institutions, elle existe aussi à côté des institutions, elle a une histoire longue, notamment dans le mouvement ouvrier. Et lorsque le syndicalisme se met en place au cours de ce 19e siècle, c'est dans un climat d'échange et de circulation d'influence extrêmement fort entre les composantes du mouvement ouvrier. Bon, je pourrais citer les migrations ouvrières, les migrations des exilés, etc., qui faisaient qu'il y avait une espèce de... Aucune question dans la constitution des mouvements ouvriers nationaux au cours du 19e siècle ne s'est faite indépendamment d'une circulation importante qui s'est plutôt assoupie par la suite, pour que on ait progressivement, en deux étapes très fortes au XXe siècle, une assignation du syndicalisme au territoire. La Première Guerre mondiale a joué un rôle majeur, parce qu'il a en plus déjà assigné des populations au territoire. Jusque-là, on disait que les travailleurs n'avaient pas de patrie, ils en ont quand même épousé une, parfois de force, entre 1914 et 1918, et même après cette guerre, on a commencé à avoir une assignation au territoire par les lois sociales. Et ce mouvement va être redoublé encore après la Seconde Guerre mondiale
Pour certains mouvements syndicaux, ils se sont baignés dans la nation à travers l'entrée dans la résistance. C'est particulièrement net en France, avec l'évolution du courant communiste qui s'est immergé dans la résistance et qui est devenu un parti pleinement national, mais avec sa composante syndicale forte. En 1945, on a eu un tournant tout à fait national, et surtout l'instauration de l'État social. L'État social est un formidable outil qui a assigné les syndicalismes européens à leur territoire. Alors le capitalisme aujourd'hui s'est un peu débarrassé de ça avec la mondialisation, avec le néolibéralisme. Le syndicalisme, lui, reste encore assez prisonnier de cela, parce que l'essentiel des droits sociaux qui restent, même s'ils sont attaqués, restent des droits sociaux nationaux. C'est là qu'on peut rebondir, ça sera ma conclusion sur la question de l'Europe sociale, c'est l'idée de développer des droits sociaux européens. Parce qu'à travers les droits sociaux européens, ça joue sur les solidarités qui peuvent exister entre les travailleurs, et peut-être ça peut être un vecteur de composition de ce qu'on pourrait appeler une conscience de classe qui ne soit pas limitée à l'assignation nationale. Et c'est pour ça que je pense qu'il est utile de mettre en avant, et que le syndicalisme, avec toutes les imperfections qu'on peut évoquer et parfois les ricanements qu'on peut avoir à propos de la CES, ça reste une dimension internationale importante de la constitution d'un syndicalisme et d'un mouvement social qui puisse sortir de l'assignation à la nation et au territoire. On fait du syndicalisme à l'échelle nationale, on en fait à l'échelle internationale, on en fait à l'échelle européenne. Et donc, autant la CGT avait combattu le traité de Rome, le traité de Maastricht, le traité qui est devenu le traité de Lisbonne également, et puis également les pactes de stabilité ou autres. Nous avons un réseau syndical européen qui est très dense, qui est très bien construit et qui nous permet d'intervenir sur les questions sociales au niveau de l'Europe et plus spécialement évidemment de l'Union européenne. Je fais le distinguo entre les deux, UE et Europe, car dans la CES par exemple, il y a voilà, une centaine de confédérations syndicales issues de 42 pays, et donc l'Union européenne c'est 27 pays. Donc vous voyez qu'il y a 30% en plus à peu près d'organisations syndicales qui sont dans la CES, mais qui sont de pays qui ne sont pas dans l'UE. Évidemment, mais nous faisons du syndicalisme un petit peu à géométrie variable, du coup, il faut bien le dire. On pèse sur les directives européennes avec les organisations syndicales de pays membres de l'UE, et puis on a aussi des rapports avec beaucoup d'autres pays, des syndicats d'autres pays. Et je tiens à saluer l'arrivée l'année dernière au congrès de Berlin. C'était les 50 ans de la CES. D'ailleurs, ça fait 25 ans que la CGT est dans la CES, ça fait la moitié de la vie de la CES. L'arrivée de 2 syndicats ukrainiens que l'on a accueillis et dont on a approuvé à une très grande majorité l'adhésion à la CES. Donc voilà. Et donc ça s'est traduit, par exemple, il y a une dizaine de jours, par une conférence européenne syndicale sur l'Ukraine, qui a eu lieu d'ailleurs à Lublin, c'était en Pologne. On a été accueillis par OPZZ et non pas par Solidarność, parce qu'ils ont viré Kazakh côté extra droite. Et donc voilà, on s'est retrouvés il y a une dizaine de jours, 120 syndicalistes, voilà, pour parler de l'Ukraine. Il y avait 60 Ukrainiens et 60 d'autres pays de l'Union, enfin de l'Europe d'ailleurs, parce qu'il y avait même des Anglais, des Britanniques. Enfin, vous voyez, donc on fait des choses. Il en est sorti une déclaration très intéressante où on travaille déjà les conditions de l'après-guerre, les conditions sociales et en termes de droits sociaux, car la loi martiale a tout fait exploser, et donc il n'y a plus de droits sociaux, et de droits syndicaux en ce moment en Ukraine. Donc évidemment dans cette déclaration on exige le retrait des troupes russes. Voilà, c'est la seule chose à dire de précis, de clair et net. On ne connaît pas l'issue encore, mais voilà. Donc c'est un cadre très intéressant, cette Confédération européenne des syndicats. J'ai été surpris l'année dernière au congrès de Berlin par ce qu'on a adopté en termes de résolution d'actualité qui portait sur Cuba, sur le fret ferroviaire en France, sur la Palestine déjà, sur plein de sujets. J'ai senti que le poids des pays latins, des syndicats latins dont la CGT fait partie, qui a pris quand même une part importante avec quelques alliés plus
plus du Nord ou anglo-saxon, enfin je crois, ou la FGTB belge par exemple, qui est un syndicat combatif aussi. Puis une alliance aussi avec certains pays de l'Est de l'Europe, les Scandinaves plus modérés, le DGB assez modéré également, enfin ça dépendait des sujets. Voilà, mais enfin toujours est-il qu'il y a eu quand même une espèce de vie de cap à gauche, moi que j'ai beaucoup apprécié, avec l'adoption d'une charte des valeurs qui dénonce toute forme de haine et de théorie inégalitaire. Et donc c'était par rapport évidemment à la montée des idées d'extrême droite en Europe. Et donc Solidarnosc n'a pas voté le texte, cette charte des valeurs, ils sont sortis au moment du vote, et Force ouvrière a voté contre, au nom de l'indépendance syndicale, ce qui est assez dramatique, parce que c'est vraiment un texte antifasciste, cette charte des valeurs de l'Union européenne. En tant que syndicaliste, on agit sur quoi? Eh bien, on est pragmatique, on sait que des directives européennes sortent régulièrement, qu'elles peuvent aller dans le bon sens, dans le mauvais sens. Et pour ce qui est du bon sens, voilà, on veut absolument que la directive sur le SMIC, qui a été adoptée il y a 2 ans, se décline dans chacun des pays. Si c'était le cas, 25 millions de travailleurs et travailleuses de pays de l'UE verraient leur salaire augmenter, très concrètement. En ce moment, on se bat aussi pour l'adoption d'une directive sur les violences sexuelles à l'encontre des femmes. Et donc la France est en train de freiner sur le fait qu'on fasse entrer la notion de consentement dans la définition du viol. Et ce serait une réelle avancée pour le droit français, et la France fait partie des pays qui s'y opposent. Ça, je tenais à le signaler. Il y a une directive qui vient d'être adoptée, ça a été très difficile, sur les travailleurs, travailleuses travaillant via des plateformes numériques, par exemple les livreurs à vélo, et donc qui devrait faciliter la reconnaissance et une présomption de salariat et non pas de contrat commercial pour ces travailleurs. Mais la France est le pays qui s'y est le plus opposé. La Startup Nation s'est opposée à cette reconnaissance du salariat pour les travailleurs en plateforme. Donc vous voyez, on fait quand même des choses, voilà, c'est pas facile, mais voilà, on est quand même presque une centaine d'organisations européennes, on travaille ensemble, ça avance parfois. Et donc on mène également une campagne contre les idées d'extrême droite en Europe. Il y a eu le 16 avril, ici à la Bourse du Travail de Paris, une conférence européenne syndicale contre l'extrême droite, organisée par la CES. Il y avait 3 syndicats français, CGT, CFDT, UNSA, et également nos camarades, il y avait la présidente du DGB qui était là, et le secrétaire général de la CGIL italienne. Et donc ça permet quand même aussi d'avancer sur ces questions-là. Donc la CES a sorti un manifeste en 12 points, c'est sous la forme d'un 4 pages, c'est un tract européen finalement, qui doit servir pendant cette campagne des européennes. La CGT a fait de même avec le lancement d'une campagne qui s'appelle « Ni les actionnaires, ni les réactionnaires », par rapport à cette campagne des européennes. Un tract qui s'appelle « L'Europe s'occupe de vous », c'est une façon de dire que si on ne s'occupe pas de politique, la politique s'occupe de nous, selon la formule bien connue. On a un argumentaire sur le vote du RN et de l'extrême droite en France, mais aussi au Parlement européen. Et enfin, nous organisons des états généraux de l'industrie et de l'environnement, parce qu'il faut parler d'environnement, je crois que c'est très important, et d'industrie. La casse industrielle aussi porte aussi vers la progression, vers le vote du Rassemblement national. Et puis la droite, l'extrême droite et même la Macronie en France, on peut dire, freinent absolument la transition écologique, et ça aussi il faut en parler. Donc des états généraux le 28 mai, où on a quand même invité à la CGT voilà, un certain nombre de représentants politiques, puisque les partis PC, PS, Verts, Insoumis, Horizon, non c'est pas Horizon, comment ça s'appelle, c'est la Macronie, vous savez. Oui, voilà, Renaissance, et puis même jusqu'à LR, on les a invités pour les interpeller sur nos propositions en termes industriels, environnementaux, pour finir peut-être 2 mobilisations à venir sur le fret ferroviaire, à l'appel de CGT, CFDT, UNSA, Sudrail, le 28 mai. Voilà, on s'est pris 4 paquets de directives européennes, et donc on lutte contre les conséquences, mais là il faudrait regagner quelque chose d'efficace, qui serait très utile également pour la transition
énergétique. Et puis peut-être aussi le 24 mai, ça va être les 100 ans de Total, le 24 mai, l'Assemblée Générale des Actionnaires. Je sais que les groupes écologistes préparent quelque chose de très fort ce jour-là, peut-être que les syndicats aussi. Donc voilà, on est dans la réflexion, dans l'action, dans l'élaboration de droits au niveau européen qui se déclinent en France, tout en ayant en tête qu'il y a des valeurs, il y a des compétences uniques de l'UE, il y a des compétences partagées, et il y a aussi encore des compétences nationales. Donc il ne faut pas se tromper de niveau lorsqu'on adresse une revendication et une critique. Merci pour votre écoute. Donc merci Jean-Claude pour ton invitation. Donc, je représente ici la FSU et son secrétaire général qui aurait bien voulu être des vôtres. Je suis membre du bureau national de la FSU et co-animateur de la tendance Unité Action majoritaire à la FSU et à ses syndicats nationaux. Et c'est à ce titre que je suis heureux d'être parmi vous. Sur cette question du rapport à l'Europe, je dirais que l'Europe pour la FSU, c'est un fait, qui est incontournable. Nous ne portons pas sur la construction européenne une vision univoque. Nous avons évidemment, comme d'autres camarades, je pense notamment à la CGT, évidemment une vision un petit peu négative de l'influence de l'Union européenne sur nos conditions d'exercice, de travail et même d'existence, puisque nous analysons l'Union européenne telle qu'elle est aujourd'hui comme le cheval de Troie de beaucoup de politiques libérales qui sont menées et qui affaiblissent les notions de service public et de fonction publique, au nom notamment de la libre concurrence, du rejet de l'intervention de l'État, du rejet de l'existence de monopoles publics. C'est même la notion de service public qui a été remis en cause, c'est moins vrai sans doute aujourd'hui, à la fin du XXe siècle, par l'Union européenne. Les services publics n'existent pas dans la dimension européenne. On parle de services d'intérêt général, par exemple, mais la notion de monopole, finalement, de l'intervention publique pour rendre des services au quotidien aux citoyennes et aux citoyens n'est pas vraiment une conception européenne, même si les choses sont peut-être en train de changer aujourd'hui, le contexte aidant. Par ailleurs, nous n'ignorons pas que, pour reprendre l'expression de Jean-Marie, il existe une dimension sociale de l'Europe. Une Europe sociale, sans doute pas, mais une dimension sociale, ça a été rappelé. Je pense notamment à la question, effectivement, qui est portée par le Parlement européen de l'égalité femmes-hommes, de la lutte contre les violences, effectivement, sexuelles, ça a été rappelé. Mais on peut penser également à l'instauration des CHSCT, que malheureusement, le pouvoir actuel a supprimé, qui a été d'abord une inspiration européenne avant d'être déclinée au niveau national, en tout cas en France. Et je terminerai en disant que le respect des libertés syndicales également était porté par l'Europe, une liberté qui est remise en cause, comme on le sait, dans plusieurs pays illibéraux, notamment récemment encore la Pologne, mais aujourd'hui la Hongrie ou la Slovaquie. Donc nous n'avons pas une vision en noir et blanc de l'Europe, c'est un fait, et un fait sur lequel nous pouvons agir. C'est mon deuxième point. La FSU, donc, a sa dimension. Nous sommes la première fédération dans l'éducation nationale. Nous sommes la deuxième fédération dans la fonction publique, mais nous ne sommes pas une confédération. Et donc nous avons un poids relativement modeste par rapport à nos camarades de la CGT ou de la CFDT. Mais il n'empêche que nous participons à des luttes qui sont organisées au niveau européen, moins maintenant, d'ailleurs c'est sans doute dommage. Je me souviens notamment d'euro-manifestations qui ont eu lieu en Belgique il y a plusieurs années sur des thèmes sociaux, donc la FSU modestement y a participé. Nous ne faisons pas partie de la CES parce que nous ne sommes pas une confédération et nous ne souhaitons pas être dans la CES, mais nous appartenons donc au Conseil syndical européen de l'éducation, où nous entretenons des relations bilatérales ou dans ce cadre avec pratiquement tous les syndicats de l'éducation, puisque l'éducation c'est 90% de la FSU en gros, européen, et nous venons d'entrer très récemment à la Fédération européenne des services publics, donc ce qui est pour nous l'occasion d'échanger, d'avoir des contacts, de participer à des analyses communes, de participer également à des actions de solidarité. Je pense en ce moment à la situation de nos camarades hongrois qui sont en but évidemment à la persécution. Je pense pas qu'il y ait un mot qui soit moins fort que celui-ci qui soit approprié de la part du gouvernement Orban, avec la volonté évidemment de mettre sous tutelle complètement et de mettre à bas tout ce qui est liberté pédagogique, tout ce qui est liberté syndicale dans ce pays. Donc nous avons une dimension européenne. Pour nous, l'inspiration libérale de l'Europe n'est pas une fatalité. Par la lutte, par l'entraide syndicale, par la mobilisation des salariés, en lien bien sûr avec les confédérations, nous pouvons faire construire une autre Europe. Et c'est mon troisième point. Dans le congrès de Metz, et bientôt nous allons approfondir cela l'an prochain au congrès de Rennes de la FSU, nous mettons sur la table donc des objectifs pour l'Europe, que nous partageons avec d'autres bien sûr, dans le domaine de l'éducation bien sûr, parce que beaucoup reste à faire, notamment dans les pays du Sud,
Sud ou dans les pays qui frappent à la porte de l'Europe, notamment dans les Balkans. Mais c'est aussi sur deux aspects l'idée d'avoir des objectifs communs à conquérir, notamment c'est la question des biens communs. Et on revient évidemment à l'idée que voilà le libéralisme, les privatisations, la privatisation du vivant, des services n'est pas une fatalité, et que par la notion des biens communs dans les transports, dans l'éducation, dans le numérique, l'accès au numérique, eh bien il y a des choses à faire et à obtenir au niveau européen. Là, nous portons également l'idée, c'est pas très original, que la lutte pour la transition écologique ne peut se faire qu'au niveau européen. Et évidemment, donc, ces dimensions écologiques qui est tout à fait importante et de plus en plus, notamment pour les personnels que nous syndiquons, eh bien, elle doit pouvoir avancer. C'est le cas déjà, sans doute insuffisamment avec un repli actuel, au niveau européen. Et je terminerai en disant que cette action, évidemment, elle n'est pas du tout découplée de ce dont a parlé notre camarade de la CGT, c'est-à-dire à la crainte que nous avons d'une victoire de l'extrême droite dans de nombreux pays européens, à commencer par le nôtre en 2027, et une extrême droite qui soit en capacité de paralyser toute action progressiste et sociale au niveau de l'Europe si ces progrès se poursuivent, notamment aux prochaines élections. Donc il ne revient pas évidemment au mouvement syndical d'appeler à voter, mais il revient au mouvement syndical, et l'FSU prend toute sa part au niveau français, voire un petit peu européen, d'alerter évidemment nos collègues, nos adhérents, sur les risques évidemment que prendrait l'Europe et donc la France et donc les travailleurs européens et de France à une extrême droite qui soit aux commandes, que ce soit au niveau national ou au niveau européen. Voilà, merci. Notre Santé en danger, qui est donc un collectif d'organisations associatives, syndicales, mutualistes et politiques, qui s'est constitué dans la suite des mobilisations sur les franchises médicales déjà, et sur des mobilisations contre les fermetures de services hospitaliers, maternité, chirurgie et autres dans les années 2010-2011. Il a été, ce collectif, à l'initiative unitaire en 2023 de la démarche conduisant au Tour de France pour la santé. Voilà, donc moi je commencerai aussi par l'impact de l'Union européenne. C'est déjà l'exemple de la Grèce dans le domaine de la santé, avec dans les années 2010, début des années 2010, un budget amputé de 25% de la santé en 3 ans. 21% de la population qui se retrouve sans couverture santé-maladie, et donc bien évidemment à cette époque-là un focus sur effectivement les conséquences des politiques européennes dans le domaine de la santé. C'est ce qui avait amené déjà au développement de solidarité, en particulier autour des centres de santé autogérés grecs. Et puis en 2012, à l'organisation, à l'initiative de Notre Santé en danger entre autres, d'une conférence européenne sur la santé, qui a conduit par la suite à la création du réseau européen contre la commercialisation et la privatisation de la santé et de la protection sociale. Donc depuis, nous maintenons des liens avec des organisations de différents pays sur ces questions. Et chaque année, autour de la Journée mondiale de la santé du 7 avril, nous essayons de mobiliser dans les différents pays membres du réseau, ce qui reste difficile, en particulier en France, mais ce qui reste difficile, malgré la dégradation qu'on note dans tous les pays des systèmes de santé, malgré l'accélération extrêmement importante de cette dégradation depuis la pandémie, et malgré cette année les élections européennes. Alors avec quand même à noter quand même 2 pays qui sortent un petit peu de ce contexte-là, c'est l'Italie ou l'Espagne, où des mobilisations sur la santé peuvent être extrêmement importantes. On a eu jusqu'à 100 000 manifestants à Madrid sur la défense de la santé publique. Donc le premier constat que nous avions fait au niveau du réseau européen, c'est que, quels que soient les pays, on rencontrait à peu près les mêmes difficultés, avec évidemment des expressions un peu différentes, et que les mêmes mécanismes étaient à l'œuvre. En fait, pour faire court, réduction des dépenses publiques et privatisation ou commercialisation. Si la santé relève de la compétence des États membres qui définissent eux-mêmes leur organisation de soins et les moyens mis en œuvre, l'Europe intervient par le biais tout simplement
des critères de convergence, de la règle des 3% de déficit et de la libre concurrence. Ça a été particulièrement vrai, par exemple, sur l'évolution de la mutualité en France, la libre concurrence qui a permis que le secteur de l'assurance privée se développe et continue à se développer de façon importante dans la mutualité. Donc en France, quand Bruno Le Maire annonce des milliards d'économies, d'emblée, il cible les dépenses de santé, en commençant par augmenter les restes à charge, et c'est donc l'augmentation des franchises médicales et tout ce qui va suivre derrière, avec peut-être la remise en question des prises en charge des affections de longue durée. On a une loi de financement de la sécurité sociale qui prévoit des dépenses de santé, en particulier pour l'hôpital public, mais pas que, qui sont inférieures aux simples moyens nécessaires pour reconduire l'existant. Et on a donc, sans compter les questions d'inflation des dernières années, ça a conduit donc à une pression extrêmement importante sur le système de santé, à des réorganisations permanentes et qui conduisent aujourd'hui à des pressions qui sont devenues insupportables sur les personnels. Je rappelle qu'à l'hôpital, 65% quasiment du budget est lié au personnel et que donc la variable d'ajustement, c'est le personnel. Donc des difficultés de recrutement majeures, on a assisté à une hyperconcentration des établissements, des fermetures de services et l'abandon d'activités non rentables. Fermer des lits, tout simplement, fermer des lits d'hospitalisation, c'est un moyen de faire des économies de santé. Enfin, économie, c'est une façon de parler. Sans compter aujourd'hui les fermetures temporaires dont on entend tous parler. Voilà. Donc nous en sommes arrivés à une situation de crise de notre système de santé qui n'a plus la capacité d'assurer la continuité et la qualité des soins pour toutes et tous partout. On a désormais des morts évitables, on a une augmentation de la mortalité des enfants, donc la mortalité infantile en France. Donc ça, ce sont quand même des faits extrêmement graves. Dans les autres pays européens, les systèmes de santé sont eux aussi extrêmement fragilisés. Alors, l'Europe intervient directement sur les questions de santé avec un programme qui s'appelle For Health et qui est un programme pluriannuel qui s'attarde plus sur la santé publique, très recentré depuis le Covid sur la prévention des crises sanitaires, qui donc a un budget qui est quand même assez minime puisqu'il est de 5,3 milliards d'euros pour 6 ans pour l'ensemble des pays européens. Et puis l'Europe intervient directement donc sur la prévention, le soutien à des politiques d'info et d'éducation à la santé, etc. Voilà. Elle intervient aussi évidemment sur la politique du médicament, avec l'Agence européenne du médicament, mais je rappelle que cette agence, ce n'est pas elle qui délivre les autorisations mises sur le marché, mais bien la Commission européenne. Concernant la pandémie et les médicaments, il faut quand même rappeler que l'Union européenne a acheté très cher et de façon totalement opaque des vaccins et traitements, qu'elle ne s'est pas positionnée sur la levée des brevets, et n'a même pas œuvré pour la mise en application d'une loi qui existe dans le cadre international, qui est de la réglementation internationale de l'OMC, qui est la licence d'office, qu'elle a donc participé à l'accaparement des vaccins par les pays les plus riches, et qu'on estime aujourd'hui que 600 000 morts auraient pu être évitées si cette politique-là n'avait pas été menée. Voilà. Donc sur la question des pénuries de médicaments qui sont aussi extrêmement importantes, en dehors de déclarations de principe, on ne peut pas noter véritablement d'actions concrètes. L'Europe semble, depuis la pandémie, vouloir étendre ses prérogatives en santé, et je crois qu'on a tout intérêt à y être attentif, quand on voit qu'en particulier, elle s'investit sur les questions de numérique, de numérisation de la santé, sur le volet de partage des données, avec en projet la création d'un espace numérique européen des données de santé. Aussi le développement de soins numériques et de modèles de soins numériques. Donc si vous voulez, des conceptions qui sont assez particulières de l'approche de la santé. Elle se positionne aussi sur l'évaluation des technologies de santé avec l'établissement de protocoles et voire de normes
qui là aussi peuvent nous inquiéter dans le contexte hyperlibéral qu'on connaît. Donc pour les européennes, le réseau européen dont je vous parlais s'est associé à EPSU et à People Health Movement pour lancer une campagne qui s'appelle « La santé avant le marché, changeons l'Europe » et qui a donc travaillé à élaborer un certain nombre de propositions. Alors elles vont pas tout à fait là où nous aurions été avec notre santé en danger, parce que c'est des propositions consensuelles, mais elles ont l'avantage d'exister. Elles vont, à partir de là, sur ces propositions, on va interpeller les candidats dans les différents pays européens sur leur positionnement par rapport à ces questions. On a ciblé 7 thèmes. Donc il y a la question du médicament, bien évidemment, il y a la question du financement public, de l'accès pour toutes et tous aux soins. Il y a aussi la question, parce qu'on est fortement confronté à des questions de pénurie de personnel un peu partout dans les pays occidentaux. On a aussi cette question du dumping social et éventuellement du pillage même des pays par les pays riches de professionnels de santé, avec donc des propositions pour éviter qu'on aille recruter, avoir des chercheurs de tête, quoi, sur ces questions-là, voilà. Et donc, vous avez au fond quelques brochures reprenant les propositions. Alors, je ne suis pas sûre qu'il y en ait assez pour tout le monde, mais voilà, elles sont au fond. Merci. Donc, je suis au Bureau national de l'UFSE en charge des questions européennes internationales, et je suis également à la Commission internationale de la Confédération. Donc, Europe et Europe sociale, ça couvre aussi la question des services publics. Alors sur la question des services publics, il n'y a pas vraiment aujourd'hui de politique européenne de services publics. Il y a, alors certains diraient par effraction ou par alibi, c'est un débat, des petits mots qui se sont, des références aux services publics qui se sont petit à petit intégrés dans la construction européenne. Je ne vais pas faire toute la liste, mais dès le traité de Rome, on en parlait un peu. Après, il y a eu l'accord d'Amsterdam sur les CI, service d'intérêt général. Après, il y a eu effectivement Lisbonne avec l'article 36 dans la Charte des droits sociaux qui parle de droit à accéder à des services d'intérêt général. Tout ça est un véritable débat pour qualifier s'il s'agit d'avancées, d'alibi ou de processus de destruction de nos services publics nationaux. Ce débat est extrêmement fort en France puisqu'on a une énorme référence au service public à la française, de l'école de Bermude, de la puissance publique, etc. Et qui fait que, et en plus, dans nos services publics, on a les services publics administratifs, mais également on a eu longtemps les SPIG, véritables monopoles, qui eux, effectivement, ont été attaqués frontalement par l'Europe. Donc c'est vrai que pour certains pays, il y a eu une bataille pour la création d'une pour l'existence d'une directive sur les services publics. Elle n'est pas arrivée, elle n'a pas abouti. Et déjà, dès le début, au sein de nos organisations syndicales, il y a des débats pour apprécier cette avancée, qui peut être une avancée pour des pays, mais pas pour d'autres. Vous voyez à peu près les débats. Mais quelle que soit l'appréciation qu'on porte sur ces notions qui apparaissent progressivement dans les traités, ça reste, et là on est tous d'accord pour le dire, une bataille totalement asymétrique, vis-à-vis des autres articles des traités qui portent évidemment de la concurrence libre et non faussée, qui portent atteinte évidemment au monopole et qui ont, à coup de directive, cassé le service public de la poste, des transports, de l'énergie, également des hôpitaux, etc. Donc ça, c'est quelle que soit encore une fois l'impression qu'on a sur l'évolution quand même un peu progressive de l'Europe vers les services publics, en tout cas d'Europe sociale, c'est plus ou moins dit, mais on n'y va pas vraiment. On est confronté à une véritable bataille asymétrique avec d'autres articles du Code du travail. Et l'autre débat qu'on a important, c'est qu'on a cette bataille asymétrique avec les articles, mais on a surtout un cadre budgétaire qui nous contraint. Donc la politique des services publics, c'est une politique nationale. Le budget de l'État est une politique nationale, mais vous le savez depuis le traité de Maastricht, on a tous ces campagnes, donc on sait très bien, 3%, 100% de la dette. Aujourd'hui,
on est à 5,5, on a 110% de la dette publique, donc on est hors cadre. On est hors cadre depuis un certain temps, depuis la période du Covid. Et ça, c'est aussi une étape dans l'appréciation de ces critères. On les a totalement exposés. On a mis entre parenthèses ce pacte de stabilité jusqu'à arriver à une renégociation du 1er février 2024 où on a considéré, c'est un accord sur la réforme du pacte de stabilité, où on a convoqué tous les États, parce qu'il y avait 14 États au niveau européen qui exposaient ce carcan budgétaire, pour leur dire il faut que maintenant vous présentiez une trajectoire pour revenir vers les 3%. Il faut que vous présentiez une trajectoire pour revenir vers les 3%. C'est important la notion de trajectoire, parce que je vais répondre du coup à ta question. L'Europe ne dit pas vous devez réduire les dépenses et ne pas augmenter les recettes. Il demande à ce que, pas l'équilibre budgétaire, mais en tout cas qu'on arrive de nouveau aux critères de convergence. Et le choix qui est fait aujourd'hui, c'est non pas, on pourrait imaginer, je pense que ça serait conforme aux critères de stabilité, on pourrait imaginer augmenter les recettes, c'est-à-dire la taxe max, rajouter des tranches sur l'impôt sur le revenu, les droits de succession, etc., pour augmenter les recettes et maintenir les dépenses. C'est pas le choix qui est dans les recettes, évidemment, arrêter les exonérations aux entreprises qui sont énormes et qui sont sans contrepartie. Tout ça, c'est un choix national. Donc, je réponds à ta question. Ce choix national a été fait pour répondre à cet objectif de trajectoire et de retour en 2017. Donc, le pacte de réforme du pacte de stabilité, c'est retour en 2017, dans les 3 ans, aux 3%. 2027, pardon. J'ai gagné 10 ans. 2027. Et donc, le choix est aujourd'hui de réduire les dépenses. Ces dépenses-là, ça a été annoncé, 10 milliards d'économies va être annoncé sur les dépenses publiques, et 20 milliards les prochaines années. Donc c'est énorme. Évidemment, on a vu les dépenses aujourd'hui, alors quelques chiffres, les dépenses au niveau national, les retraites, c'était 14% des dépenses. Donc évidemment, ils ont attaqué les retraites parce que c'est un des premiers budgets de la dépense. Mais on aurait pu encore une fois faire autrement. On n'est pas contraint dans nos choix entre la dépense et la recette. Bon, je l'ai déjà dit, donc je le répète. Et du coup, on réduit les dépenses dans l'État. La conséquence pour les services publics, c'est évidemment une réduction des effectifs, une absence totale d'investissement. Donc, bon, je ne détaille pas dans SNCF, je l'ai déjà expliqué, a été attaqué par l'ensemble des directives. Et pour l'État, on se retrouve à effectivement des services publics totalement dégradés. Et plus les services publics sont dégradés, plus c'est difficile de les défendre. C'est un article qui s'appelait le crépuscule des services publics, où c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on réduit les dépenses, le service public est de mauvaise qualité, donc la question de la sous-traitance au privé se pose, la question même de l'existence même des services publics se pose, et on ne trouve pas beaucoup de citoyens, d'usagers, au vu de la dégradation des services publics. Donc tout ça se succède, et aujourd'hui, on se retrouve à encore une fois, des effectifs réduits, un service public qui est en peau de chagrin. Dans l'inspection du travail, par exemple, c'est moins 16% des effectifs. Il y a des zones de non-droit où il n'y a pas de contrôle. Et voilà. Et donc, ce crépuscule des services publics va déboucher aujourd'hui sur un projet de loi qui est pour réformer le service public, le statut de la fonction publique. Et là encore, compte tenu de contexte, c'est très difficile. Ça ne nous éloigne pas de l'Europe, puisqu'on a tendance à dire que tout ça est pour répondre aux exigences européennes. Non, si on veut répondre aux exigences européennes, on peut tout à fait avoir d'autres choix budgétaires en termes de recettes et de dépenses. Voilà, en termes de perspective, en fait, on a un débat important sur l'Europe. C'est soit on rejette toute européanisation des services publics au nom de spécificités de chaque État. Donc c'est des débats qu'on a, on se bat chacun pour le maintien de ces services publics, soit effectivement il faut qu'on réfléchisse à la notion de service public européen, et évidemment une harmonisation par le haut. La directive qui existait, je n'ai pas regardé le contenu, en tout cas elle n'a jamais abouti, mais à réfléchir, ou soit notre choix, mais on a vu ses limites, c'est d'arriver à utiliser les mots qu'il y a dans les traités
pour essayer d'en faire quelque chose. Mais encore une fois, là, on est face à une véritable bataille asymétrique, et il faut qui est contraint, et en plus par les budgets. Voilà. Pour la suite, je voulais juste dire en termes de perspective, on a eu le Covid, et ça c'est très important. L'expérience de Covid a explosé les cadres budgétaires, donc c'est tout à fait possible, on s'en est rendu compte, il faut vraiment l'avoir en tête. Et l'expérience du Covid, dans les services publics, a permis une auto-organisation des fonctionnaires, parce qu'évidemment, la hiérarchie était en télétravail, et dans les hôpitaux, dans les services publics de première ligne, il y a une auto-organisation, une démocratie du service public qu'il faut avoir en tête. Et ça, c'est aussi une perspective de construction. La dernière perspective, évidemment, c'est la question écologique, ça a été dit. Il faut réfléchir à un service public de la bifurcation écologique, parce que ça va prendre des coûts. Et ces coûts-là, c'est des coûts importants, c'est des biens communs. Il faut réfléchir comment on organise une transition écologique via un service public.